Bonjour à tous, c'est Effervescience, l'émission du CNRS Images et de Synapse Télévision. Alors notre invité est aujourd'hui Michèle Castellingo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS et vous avez dirigé ce laboratoire CNRS d'acoustique musicale qui aujourd'hui s'appelle le LAM, qui est à la fois lié à Paris 6 et au ministère de la Culture. Et vous avez été responsable aussi d'un DEA, acoustique et traitement du signal, et informatique, appliqué à la musique. Et puis vous êtes musicienne vous-même, instrumentiste, claveciniste, et vous avez aussi pratiqué la flûte à bec. La thématique de votre travail, lutherie, acoustique et musique, recouvre des aspects théoriques de modélisation du fonctionnement des instruments de musique ou de la voix humaine. Et récemment, un nouvel axe de recherche s'est développé, on verra ça tout à l'heure, la perception de l'environnement sonore, comme la perception des bruits de la ville ou l'acoustique des salles de concert. Alors je voudrais commencer avec la perception sonore, parce que l'acoustique musicale, bien sûr, est née d'un souci d'explorer les relations entre ces grandeurs physiques du son et les réactions d'ordre qualitatif, qui sont des réactions psychologiques. Alors peut-être on peut rappeler qu'un son est caractérisé par un certain nombre de grandeurs physiques, sa durée, sa fréquence fondamentale, ses harmoniques, son intensité ou sa force, son timbre, qui varie avec la source sonore. Mais vous avez essayé de montrer qu'il fallait articuler ça avec la manière dont on percevait le son. C'est tout à fait ça. Disons que l'énoncé que vous venez de donner, l'intensité, les harmoniques, la description des paramètres du son, ça c'est une approche physique, celle qui a été développée dès qu'on a pu mesurer les grandeurs physiques du son. Mais pour un auditeur, la première chose qui le préoccupe, c'est qu'est-ce que j'ai entendu et comment ça sonne. Donc il est tout à fait dans un autre registre qu'on peut appeler global, articulant les paramètres, mais c'est encore une façon de voir un peu physicienne. Disons que pour un auditeur, ce qui le préoccupe, c'est effectivement de reconnaître le son qui s'est produit, et c'est seulement après qu'il pourra se poser des questions en termes de hauteur, d'intensité, comme vous venez de le dire. Donc effectivement, nous sommes à la frontière, à l'articulation entre deux approches du son, deux approches du sonore. L'une qui est physique et l'autre qui est perceptive au sens large et qui relève effectivement de la psychologie, de la cognition. Alors il vous revient d'avoir articulé ces aspects physiques et cet aspect psychologique ? Disons que c'est au cœur de la démarche des chercheurs du laboratoire, dans la mesure où ils sont tous musiciens. Donc ils ont tous déjà au départ une pratique du son sensible et donc perceptive. Et en même temps, comme ce sont des scientifiques au sens sciences de la matière, si vous voulez, par opposition aux sciences de l'homme, comme ce sont des scientifiques sciences de la matière, ils bénéficient aujourd'hui de tout un tas de machines, de logiciels, d'appareils qui permettent de décrire les paramètres du son. Et nous essayons effectivement au laboratoire de ne pas perdre l'un des deux aspects que je vous ai énoncés au début. Michèle Castellingo, on peut dire que c'est Émile Lepp qui a été le fondateur de votre laboratoire et qui a ouvert de nouvelles pistes dans le domaine de la perception sonore. Il a repris des théories qui étaient celles de Helmholtz. Alors peut-être on peut parler de ce savant du 19e siècle qui a commencé donc par s'intéresser d'abord à l'œil, puis ensuite à l'oreille, et qui au fond a théorisé quelque chose qui était déjà la rencontre entre la psychologie et puis quelque chose de physique sur le son ou sur la vue. Je dirais peut-être pas jusqu'à la psychologie. Disons que Helmholtz a été un grand scientifique qui nous a transmis les premières recherches sur le fonctionnement de l'oreille. Donc, il était au niveau physiologique et il a tenté d'ailleurs d'expliquer certains aspects de consonance ou de dissonance par rapport à ce qu'il avait compris du fonctionnement de l'oreille comme récepteur des vibrations sonores. Mais par rapport à Helmholtz, qui travaillait avec des appareils qu'on pourrait dire fruste, mais qui était très ingénieux, étant donné qu'il est arrivé et qu'il avait développé son travail avant l'enregistrement sonore. Il travaillait sur le son en direct. Donc quand il faisait une analyse harmonique, il lui fallait
autant de résonateurs que les fréquences propres des différents harmoniques. Ça devait lui prendre une semaine pour faire l'analyse d'un son. Et il le pratiquait à l'oreille. 10 ans, 15 ans après, avec l'invention et le développement de l'enregistrement du son, on est passé à tout à fait une autre étape. Et quand LEP a créé le laboratoire et que je suis arrivée, ce qui m'a vraiment passionnée, c'est de voir l'analyse sous forme visuelle des sons, avec un appareil qu'on appelait le sonographe. Et LEP, qui était à la fois luthier et musicien, était tout de suite sur les deux versants de la connaissance du son, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le signal et comment l'interprétons-nous en termes musicaux. C'est un son clair, c'est un son agréable. Donc on a toujours mené les deux démarches au risque de ne pas toujours faire ce qui est, disons, valorisé en science, c'est-à-dire de s'en tenir uniquement à des mesures. Parce que quand on s'intéresse à la perception, la mesure n'a pas vraiment de sens. Ce qu'il faut, c'est comprendre comment on perçoit les sons. Donc c'est difficile de coordonner les deux. Alors justement, restons un instant sur ce sonographe, Oui. Parce que cet appareil sur lequel vous avez travaillé, Oui. qui permet au fond à la fois la représentation graphique du son et en même temps la totalité de des dimensions du phénomène sonore, le temps, la fréquence et l'amplitude. Le temps, c'est le plus important. Alors justement, cet appareil permet au fond, vous donne ce qu'on appelle un sonogramme. Le sonogramme, c'est le petit dessin qui représente le son. Et en même temps, j'aimerais que vous me disiez quelle est la notion de forme sonore temporelle qui facilite la compréhension par un individu d'une parole. Parce que vous avez montré qu'on comprend la parole parce qu'on a l'habitude de la parole. Bien sûr, on la comprend parce qu'on a appris à repérer les formes acoustiques temporelles qui sont véhiculées par le signal qui est la voix. Mais on peut donner un exemple. Par exemple, si je vous dis Hello, how are you? Hello, how are you? Avec une voix qui n'a pas d'harmonique, vous avez parfaitement compris ce que j'ai dit, ou je peux le dire. LEP aimait bien donner cet exemple avec un instrument très simple qui s'appelle une guimbarde. Lui-même avait fait une grosse étude sur la guimbarde, il appelait ça un vocodeur mécanique à 2,50 francs. Un vocodeur, c'est une machine à synthétiser la voix, la parole, et si vous utilisez le son, la voix de la guimbarde, tout en y associant les articulations de la parole, Hello, how are you? Vous pouvez comprendre aussi Hello, how are you? Bien sûr, il n'y aura pas les intonations de la voix, mais Hello, how are you? J'ai fait. On a l'impression d'être en face d'une voix reconstituée. Tout à fait, parce que ce sont les cordes vocales d'une guimbarde qui sont parfaitement fixes comme un son électronique. Et pourtant, comme j'ai transformé le son de la guimbarde qui est couplé à mes cavités buccales en articulant, comme je l'aurais fait Hello, how are you, eh bien, vous entendez un son transformé qui est porteur de la même forme temporelle. On peut le voir sur une analyse ici. Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? Alors, Michel Castanego, j'aimerais que vous m'expliquiez, avant qu'on ne le voie, qu'est-ce qui, dans le signal acoustique, est porteur du sens d'une parole, qu'elle soit prononcée d'une voix forte ou chuchotée, comme tout à l'heure, que vous appelez code de l'information sémantique. Oui, on peut l'appeler comme ça. Disons que qu'est-ce que c'est exactement? LEP avait vraiment mis le doigt là-dessus à partir de la théorie de la forme ou de la Gestalt théorie, qui dit que dans le monde environnant... Gestalt théorie, c'est donc la théorie des formes. Des formes, développée à la fin du 19e, et qu'on appelle la Gestalt théorie, du nom des inventeurs allemands, Wertheimer, Köhler, dit que un individu percevant ne fait pas des mesures de chacun des parties d'une image ou d'un son, mais perçoit d'emblée une forme qui est un tout. Et on dit une forme n'est pas la somme de ses parties, c'est plus ou quelque chose d'autre que la somme des parties qu'il constitue. Donc dire que c'est une forme globale autorise à penser qu'on peut reconnaître la même forme même si elle est allongée, si elle est distendue, si elle est comprimée. C'est-à-dire qu'on accepte des anamorphoses de cette forme
Et effectivement, quand vous entendez dire bonjour par un enfant, par un vieillard, par un tout petit bébé qui peut commencer à le prononcer, c'est pas du tout le même signal, mais la forme globale qui est conséquente de l'articulation est tout à fait reconnaissable. Et alors, pour montrer la justesse de ces idées, il a construit un appareil, le synthétiseur icophone, qui nous a permis effectivement de faire une synthèse de la parole sur la base de ces formes, qui étaient assez révolutionnaires à l'époque où la plupart des personnes qui s'intéressaient à la synthèse faisaient une synthèse par phonème, par voyelle, par syllabe, donc partaient des plus petits éléments pour reconstruire un mot, alors que Lepp a montré qu'un mot, c'est une forme globale. Alors peut-être vous voulez montrer... Alors, justement, cette forme, c'est pas... Nous percevons des formes pas seulement dans la parole, nous en percevons aussi quand nous écoutons l'environnement sonore. Si, par exemple, je vous fais entendre cette séquence... Bon, vous avez Église entendu. de campagne avec oiseaux. Voilà. Eh bien, je vais vous en montrer l'analyse et vous allez voir tout de suite que, effectivement, vous verrez pas l'église, mais vous allez voir les cloches ici. Et voilà l'oiseau. Et l'oiseau a une forme très particulière, ce sont ces glissando dans l'aigu qui se démarquent complètement de la cloche dont on voit les différents partiels et les coups ici qui sont marqués. Et quand nous écoutons des sons, même quand il y a des mélanges extrêmement complexes de voix, un bruit de marteau pneumatique, une voiture qui passe, ce sont à chaque fois des formes sonores que nous appréhendons comme autant d'individualités sonores, si vous voulez. Et elles peuvent très bien être mélangées, on les décode immédiatement, parce que depuis la naissance, nous avons une grande expérience des sons de l'environnement. Alors Michel Castellingo, dans cette perspective, vous avez défini une méthode d'étude de la voix. Et vous êtes arrivé, au fond, à vous occuper de la voix humaine en décrivant un certain nombre de mécanismes fondamentaux, 4 tranches de fréquences, qui sont communs d'ailleurs à l'homme, à la femme et à l'enfant. Et on va voir un petit film qui montre un chanteur lyrique dont la voix est étudiée dans votre laboratoire à l'aide de capteurs qui sont placés au niveau de ses cordes vocales. Et on le voit chanter, donc, avec ces capteurs. Ah, c'est parfait. Ça va? Ouais. Ah, 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 Tu vois, mais là, t'as triché, puisque t'as diminué d'intensité à la fin de ton. Je ne te le fais pas dire. Ce sur quoi on est en train d'essayer de travailler maintenant, ça va être sur un registre particulier que certains chanteurs, soit ont naturellement, mais le plus souvent, travaillent pendant de nombreuses années pour arriver à développer ce registre. Il s'agit du registre de voix mixte qui se situe entre ces deux registres de tête et de poitrine. Mais néanmoins, au niveau laryngé, ce que nous on constate, c'est que Robert Expert et tous les contre-ténors et tous les gens qui utilisent ce registre de voix mixte utilisent toujours soit le mécanisme 1, soit le mécanisme 2. C'est-à-dire que la configuration vibratoire des cordes vocales reste du type de celui qu'on constate quand le chanteur utilise la voix de tête ou la voix de poitrine. Et néanmoins, quand on écoute, on est dans une situation, au niveau du timbre, qui est intermédiaire entre les deux registres. J'ai remarqué que le fait de travailler pendant des années avec Michel et Sylvain dans ce laboratoire, à force de manipuler les concepts et puis d'analyser ces concepts, je commence à avoir par rapport à des gestes techniques ou des échecs techniques ou des réussites techniques un peu de distanciation à partir du moment où on comprend un peu plus ce qui se passe, parce qu'on ne comprend pas tout bien entendu, on se familiarise et quand par exemple on rate un geste technique, au lieu de se dire je suis nul, on se dit ah oui tiens là bon j'ai pas réglé ceci ou j'ai pas fait cela. Et d'un point de vue pédagogique, donc au-delà de ma propre pratique de mon chant, j'enseigne beaucoup et je me suis rendu compte petit à petit que mon enseignement intégrait de plus en plus les concepts sur lesquels nous travaillons ici et permettait aux élèves à leur tour de s'approprier
un peu d'objectivation des phénomènes vocaux, et en particulier dans la zone de passage dont vient de vous parler Sylvain, c'est-à-dire le passage entre la voix de tête et la voix de poitrine, qui est un peu un no man's land. C'est-à-dire c'est vraiment la zone dans la pédagogie du chant qui pose le plus de problèmes au niveau technique, mais aussi au niveau de la compréhension et au niveau des explications que sont censés donner les pédagogues. Alors Michel Castellingo, quels sont les 4 mécanismes qui caractérisent la voix humaine? Est-ce qu'on peut faire une synthèse de ce que sont ces caractéristiques acoustiques, de la transition entre ces mécanismes? Oui, on peut dire au départ que la voix humaine est peut-être l'instrument le plus étendu, qui va du très grave, enfin je ne suis pas capable de le donner, jusqu'au plus aigu, et que pour couvrir une telle étendue, eh bien, nous faisons plus ou moins consciemment des adaptations au niveau du larynx pour passer d'un système capable de produire des sons très graves, donc de vibrer lentement et d'une manière massique, jusqu'à un système pour les sons les plus aigus qui est très léger, très réduit et qui va pouvoir vibrer rapidement. Et on a caractérisé 4 modes vibratoires que dans le langage courant, on appelle voix de contrebasse ou fry, voix de poitrine, voix de tête et même voix de sifflet, et que nous avons dénommé mécanisme 0, 1, 2, 3, pour nous affranchir du vocabulaire des chanteurs qui, lorsqu'ils parlent de voix de tête ou voix de poitrine, intègrent non seulement le mode vibratoire, la façon dont les cordes vocales sont configurées pour vibrer à des fréquences données, mais en même temps, ils y associent aussi les qualités sonores, puisque le son émis par les cordes vocales traverse les résonateurs. Et donc, ils associent des notions de qualité à des notions de production. On reste au niveau de la production. Michel Castellingo, alors on va vous projeter un petit extrait d'une chanson pygmée, un pygmée aka, qui chante une berceuse et une berceuse en polyphonie. Michel Castellingo, ça me fait penser un petit peu, alors avec d'autres sons évidemment, à la tyrolienne, c'est-à-dire à ces changements de registre extraordinaires. Ah, vous avez tout à fait raison, l'homme qui berçait son enfant chantait en passant ce qu'on appellerait la voix de poitrine à la voix de tête, exactement avec la même technique que font les chanteurs tyroliens. Et bien évidemment, la musique est tout autre. Et en l'entendant, on ne pense pas à la Suisse et au Tyrol. Mais c'est exactement la même technique. Et c'est une technique dans laquelle on fait entendre le passage. On fait entendre le saut. Où est-ce qu'on est dans votre classement, là, avec ça? Ce que je viens de vous faire entendre, c'était le passage du 1 au 2. Donc de la voix de tête, de la voix de poitrine à la voix de tête. Ce qui existe aussi dans la voix parlée, mais qu'on perçoit moins bien. Ce qui est certain, et là, on peut terminer là-dessus, ce passage existe, c'est une frontière physiologique. On peut s'en servir pour produire un effet de discontinuité de saut, ou on peut au contraire, comme nous l'a fait entendre le chanteur, s'arranger pour le gommer, pour qu'il disparaisse, pour qu'il devienne inaudible. Et ça, c'est tout l'art du chant lyrique, et en particulier d'une technique qu'on appelle la voix mixte, qui consiste à enrober le passage d'un mécanisme à l'autre. Michel Castellingo, vos découvertes sur la voix vous ont amené à proposer des pistes de travail à des professionnels de la voix pathologique, des orthophonistes, des phoniatres. Alors, sur quoi portait cette collaboration entre chercheurs et praticiens? Est-ce qu'elle est du même type que celle qu'il y a eu entre les praticiens du son et les ethnologues? Oui, en fait, nous avons un groupe permanent de recherche qui rassemble au laboratoire toutes les personnes intéressées par la voix. Vous avez cité orthophonistes, phoniatres, mais aussi des ethnomusicologues qui sont intéressés à connaître mieux, d'une part, les manifestations acoustiques du fonctionnement des cordes vocales et le spectre et ce qu'on appelle le timbre, la qualification de la voix. Donc c'est un travail de fond qui bénéficie de la collaboration de personnes qui s'intéressent à la voix venant d'horizons très différents.
Alors Michel Castagngo, vous travaillez aussi sur la lutherie, c'est-à-dire l'acoustique musicale des instruments de musique. Vos études ont surtout porté sur les instruments donc dits à tuyaux de bouche, tels l'orgue ou les flûtes. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire votre rôle lorsque vous restaurez un orgue ancien? Ce n'est pas nous qui restaurons, hein. C'est effectivement le facteur d'orgue. Disons que nous avons été amenés à rendre compte de l'état d'un orgue avant qu'il soit restauré, à faire une sorte d'état des lieux, de façon à garder le témoignage de l'instrument tel que nous les avait transmis les siècles passés. Je parle d'instruments construits au XVIIIe siècle principalement, comme celui de la cathédrale de Poitiers, de l'abbatiale de Saint-Maximin en Provence. Et nous faisions un enregistrement de tous les sons, de tous les tuyaux. Et ensuite, une fois que le facteur avait accompli la restauration, c'est-à-dire que l'instrument était de nouveau en état de jeu et comme neuf, mais avec les caractéristiques sonores et les qualités qu'il avait auparavant, nous avons fait exactement la même enquête en jouant les mêmes pièces, en enregistrant tous les tuyaux aussi, avec un micro disposé exactement au même endroit, de façon à pouvoir comparer le son de l'instrument avant et après restauration. Parce qu'un facteur digne de ce nom, et ils sont tous dans cet état en France, est capable de redonner toute sa qualité à un instrument sans en changer l'identité sonore. Et ça, c'est extrêmement difficile et on a pu montrer effectivement que les instruments avaient retrouvé leur vigueur, leur beauté sonore, mais gardé leur cachet particulier. Alors on va voir un luthier de votre laboratoire qui illustre exactement ce que vous venez de dire. Eh bien, vous venez d'entendre un luth qui a été fabriqué dans ce laboratoire, dans cet atelier. Et sa particularité, même s'il a l'apparence du bois, c'est que c'est un instrument qui a une table d'harmonie en fibre de carbone. On a eu la chance de rencontrer la pierre de rosette de la lutherie et qui nous a bien servi pour nos études d'acoustique musicale. En 1984, Dominique Duhaut a entrepris une thèse sur l'étude des matériaux des bois de lutherie, en particulier le bois de la guitare, et nous avions la chance de rencontrer Daniel Friedrich, qui est un luthier très célèbre, et il nous a fourni, c'est ça la pierre de rosette, des échantillons de bois qui provenaient de tous ces instruments. Et donc derrière chacun de ces morceaux de bois, il y avait un instrument qui avait été construit et il y avait le point de vue de Daniel Friedrich. Et c'est ça la pierre de rosette parce que ça nous a permis de pouvoir passer du plan perceptif qui était le sien au choix des matériaux qu'il a fait. Et on a pu montrer que ça pouvait être généralisable. Alors donc nous avons fabriqué un matériau de synthèse qui va imiter les propriétés mécaniques du bois en reproduisant modules d'élasticité, densité, amortissement. Et voilà par exemple de cet instrument deux tables, l'une en bois et l'autre en fibre de carbone. Alors celle en fibre de carbone, elle a été maquillée pour des raisons esthétiques et aussi pour des raisons de contact avec les musiciens parce que en 1984, lorsqu'on parlait de ces choses, c'était quasiment hérétique et on risquait de bloquer une réflexion avec des musiciens. Donc ils jouaient des instruments qui, toutes choses égales par ailleurs, étaient des instruments qui ressemblaient à ce à quoi ils étaient habitués. Et donc notre travail a permis justement d'élaborer une nouvelle dimension de matériaux pour une recherche spécifique. Et comme tout à l'heure je le disais, on a été un peu surpris lorsqu'ils nous ont dit « vos instruments, ils sont pas si mal que ça, mais on s'ennuie ». Il y a eu un long travail. Alors je ne vous détaille pas les voies par lesquelles on a réussi à trouver quels étaient l'élément qui manquait à notre modèle. Il s'agit d'un terme un peu barbare qui s'appelle la viscoélasticité. C'est cette propriété lorsque un matériau est sollicité que certaines zones glissent l'une par rapport à l'autre, mais avec un certain retard.
Et donc ça va faire ce qu'on appelle des six d'hystérésis. Et ça va contribuer grandement à la compréhension du bois, parce qu'en fin de compte, c'est ça qui nous manquait dans notre modèle d'amortissement. Et lorsque nous avons introduit dans notre sandwich, qui est constitué de fibres longitudinales qui sont associées dans un sandwich avec de la mousse entre les deux, eh ben on a rajouté une couche supplémentaire, viscoélastique, c'est la propriété mécanique qu'elle a, et on l'a choisie bien sûr pour qu'elle soit proche des valeurs que nous avions mesurées sur le bois. Et lorsqu'on a fabriqué un instrument avec cela, effectivement les musiciens nous ont dit, eh bien c'est beaucoup plus intéressant. Alors on ne dit pas que nous sommes capables de faire des Stradivarius, mais on peut faire des instruments honorables où les musiciens nous disent on peut s'exprimer, le son n'est pas ennuyeux, et d'ailleurs certains musiciens ont joué le pari, ils ont fait des disques avec, ils ont fait des concerts, et manifestement personne dans la salle n'a deviné ou a perçu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas de nature habituelle, c'est-à-dire un instrument traditionnel en bois. Alors on aura compris que vous vous intéressez beaucoup à la qualité sonore. Alors vous avez poussé votre intérêt à la qualité sonore, y compris dans les bruits de la vie quotidienne. C'est un nouvel axe de recherche que vous avez initié sur la reconnaissance et l'appréciation qualitative des bruits domestiques. La modélisation de ces bruits est-elle possible? Alors selon vous, qu'est-ce que c'est qu'un bruit nécessaire et suffisant, par exemple d'un aspirateur? Oui, ça peut sembler paradoxal que dans un laboratoire d'acoustique musicale où on a des instruments comme le clavecin, la guitare, le luth à notre disposition, on s'intéresse aussi au son des aspirateurs. Pourquoi? Parce que ce sont des questions qui sont posées par les usagers dans la société. Qu'est-ce qu'un bruit gênant? Et c'est moins un problème de quantité que de qualité. Et la qualité, après tout, c'est notre métier. Puisque faire d'un instrument de musique, c'est faire un objet qui a une qualité sonore. Donc on était vraiment dans notre savoir-faire quand on s'est intéressé au bruit. Et on est même allé plus loin dans la mesure où, grâce à la collaboration avec une équipe de linguistes, et en particulier de Daniel Dubois, on a pu aborder dans la perception des bruits de l'environnement, ce qu'on appelle l'environnement sonore, non seulement ces aspects de qualité, mais de signification. Parce que, comme je vous le disais tout au début, dès qu'on entend un son, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est? On va chercher du sens. Nous sommes dans un monde dans lequel l'oreille sert avant tout de système d'alerte. Avec les oreilles, on détecte immédiatement ce qui se passe, si c'est intéressant, si c'est dangereux. Et donc, cette fonction qui est de trouver du sens, elle est assez complexe à décrypter, et c'est à travers le langage, à travers la façon dont les personnes vont parler des bruits, vont décrire ce qu'ils ont perçu, parce que dans le domaine du son, on est toujours en train de parler de ce qui s'est passé. Quand je dis « ce bruit s'est produit », je l'ai entendu et je ne peux pas vous en parler si vous ne l'écoutez pas aussi. Donc, à partir de ce que je vais dire, à travers la verbalisation, l'expression en langue, on peut récupérer tout un tas d'informations qui nous renseignent sur la façon dont la personne a construit son opinion sur le fait qu'elle va dire c'est agréable, c'est désagréable, c'était agressif. Donc tous les avis et les jugements de valeur sont des informations auxquelles on peut remonter en analysant la langue. Michel Castingaud, on peut dire qu'un certain nombre d'entreprises font donc appel à vous et que finalement votre laboratoire vit aussi de la manière dont les entreprises vous demandent de les aider à ce que les bruits ne soient pas trop gênants. Tout à fait. C'est avec grand plaisir que nous avons pu avoir des collaborations qui ont un sens, puisqu'il s'agit de répondre à des demandes. Ça a commencé avec les études d'orgue et les demandes du ministère de la Culture. Et ensuite, nous avons eu la possibilité de travailler sur des demandes très précises, émanant de constructeurs automobiles, émanant de spécialistes du transport, comme la SNCF, qui se posaient la question de la gêne, du confort du voyageur. Alors, c'est toujours global, il y a la lumière, il y a le confort du siège, mais il y a aussi le confort sonore qui est beaucoup plus difficile à attraper et à traiter. Et l'intérêt est réciproque. On a la possibilité d'avoir des contrats, ce qui fait vivre le laboratoire. Et en plus, les questions qui sont posées sont des questions pertinentes et qui font avancer la recherche. Parce qu'à chaque question, c'est bien connu, dans une recherche, on en ouvre 2 ou 3.